La valeur du travail, sinon la valeur travail, nous l'avons vu, est précisément défendue par le revenu citoyen. Les opposants, eux, défendent la valeur emploi à tout prix et le plus souvent au prix de l'exploitation de la personne. Le principe du revenu universel est philosophiquement parlant libéral, celui du revenu citoyen est philosophiquement parlant distributiste, libéral-libertaire. Les conservateurs du système se condamnent à l'assistanat, inique et impuissant, qui rabaisse ceux qui le perçoivent et laisse 6-7 millions de personnes en deçà du seuil de pauvreté. En outre, ils font croire à la fable du plein emploi et au mythe de la croissance productiviste qui détruit la planète, même s'ils affichent des programmes inverses, piller chez nous, écologistes, est devenu paravent de l'indigence de leurs pensées. Les adversaires du revenu citoyen sont de fait des partisans de l'exploitation et sont de fait des ennemis des classes laborieuses, pardon de reprendre ce vocabulaire. Certains programmes d'extrême gauche proposent un SMIC amélioré, passant à 1300 €, etc. Le partage du travail est oublié, l'assistanat de misère est maintenu, le revenu citoyen est combattu. Avec notre revenu citoyen, le SMIC sera augmenté de 5% et le temps de travail passera de 32 heures à 24 heures pour les bas salaires et les travaux pénibles. Qui défend les travailleurs, donc, qui veut les libérer de l'esclavage salarié? L'extrême gauche ferait bien de méditer sur le fait que pour financer le revenu citoyen, il est clair qu'il faut nécessairement s'en prendre au capital financier, aux multinationales, au patrimoine colossaux, aux rentes, aux salaires et dividendes excessifs. On ne peut se prétendre de gauche et ne pas vouloir abolir la misère, ne pas vouloir le revenu citoyen qui est profondément égalitaire et universel. Alors voyons maintenant les caractéristiques du revenu citoyen après avoir vu les actes de refondation pour la République, pour l'économie, pour la société qu'il posait. Concrètement, le revenu citoyen consacre l'effort de l'État, concentre l'effort de l'État sur la santé, l'éducation, la recherche, la culture. Éducation, formation, culture d'une part, santé d'autre part, constitue la politique sociale, la seule politique sociale du gouvernement. Tout le reste disparaît. Et ce ne sont pas des mots, puisque l'État n'a rien d'autre à faire en matière de social. Ce qu'on lui demande en matière de social, c'est santé, éducation, formation, culture. Alors évidemment, vous imaginez que si l'État consacre tous ses efforts en matière sociale à l'éducation, formation, culture et à la santé, la société va prendre une toute autre route, une toute autre voie, va s'orienter vers une toute autre orientation qu'aujourd'hui, évidemment. Le revenu citoyen supprime en effet l'assistanat. Ça veut dire la pauvreté, la mendicité, par une redistribution équitable des richesses sans politique sociale onéreuse. C'est la fin des principaux coûts de gestion des allocations, RMI, RMA, bourse d'études, allocation logement, allocation chômage, allocation familiale. C'est la suppression des subventions de la charité au restaurant du cœur, etc., la suppression du statut des intermittents du spectacle, ce que sais-je, bref. C'est une société sans pauvres, sans mendicité.
une meilleure santé publique, un meilleur climat social. C'est la dignité retrouvée car personne n'est assisté. Seule subsiste l'allocation handicap-maladie en fonction du taux d'incapacité à travailler et cette allocation handicap est évidemment cumulable aux revenus citoyens. Grâce aux revenus citoyens, l'assistanat est supprimé et toute la politique sociale donc, de l'État se concentre sur éducation et santé. Nous conservons bien sûr les 150 milliards du budget santé, mais qui sera augmenté de 20 milliards car les hôpitaux ont besoin de notre aide d'urgence et nous renforçons la recherche, le déploiement dans les zones rurales et l'effort sur les problèmes de santé liés à la pollution et sur certains remboursements. Santé et éducation incluent culture, formation, recherche et deviennent effectivement prioritaires car l'État, les communes et les régions ne s'occupent plus des machines à gaz de l'assistanat. Ce nom assistanat est très amusant. Vous savez, la gauche n'arrive pas à prononcer le terme assistanat, ça leur entrave le gosier. Ah non, 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 l'assistanat, ça n'existe pas. C'est l'aide sociale qu'ils disent. Sauf que quand quelqu'un manque de moyens et qu'on lui apporte une somme d'argent concrète, ah ben, c'est qu'on l'assiste. Et on en fait un assisté. C'est bel et bien de l'assistanat. On peut très bien ne pas appeler un chat, mais moi j'appelle un assistanat et je suis pour sa suppression totale et intégrale. Alors, la gauche, l'extrême gauche, dit oui, mais ça met en cause les minima sociaux. Gros malin, ça met rien en cause du tout, puisque on donne 960 € de base à tout le monde, c'est-à-dire que c'est bien au-delà de tous les minima sociaux qui existent. Donc, on ne peut pas se plaindre de la disparition des minima sociaux, qui sont tous inférieurs à ce que l'on propose, à la mesure allocative universelle que l'on propose. Donc, le débat est évidemment tranché avant même d'être posé. Suppression de l'assistanat, priorité, santé, éducation. Partage du travail. Partage du travail, oui. Le revenu citoyen supprime ipso facto le chômage, en ramenant à 32 heures immédiatement pour tout le monde, 24 heures immédiatement pour les travaux pénibles et tous ceux qui sont au SMIC, et au bout d'un an à 24 heures pour tout le monde, le contrat de travail. Bon, les offres d'emploi, si libérées par le partage du travail, mettent tout naturellement fin au chômage. Le revenu citoyen, évidemment, donne ces 4 jours de disponibles, puisqu'ils sont à 24 heures, à tous les salariés sans qualification. 4 jours de disponibles, mais avec une politique sociale de l'État centrée sur la formation. Ça veut dire que ces gens qui sont actuellement, qui ont raté leurs études, qui sont en difficulté, et ils vont trouver tous les moyens de s'éduquer et de sortir de l'esclavage salarié dans lequel ils vont rester pour une part, 24 heures. Ce sera une part réduite, certes, mais ils y sont encore. Mais on va leur donner les moyens d'en sortir, voyez-vous. Et 4 jours pleins par semaine, avec une politique orientée sur la culture, évidemment, ça va offrir des possibilités culturelles à chacun. Ça va transformer considérablement la société, ça va favoriser ce que nous appelons le buen vivir, le bien vivre. Le fait de travailler moins mais mieux, associé à la fiscalité d'utilité publique, ouvre le chemin à la réduction de la production inutile, du gaspillage et ouvre la voie à la décroissance sélective absolument indispensable pour sauver notre humanité dans cette planète que nous saccageons. Nous ouvrons aussi, avec la mise en place du revenu citoyen, un droit au travail dans la fonction publique. En effet, une des mesures d'accompagnement proposées par les esprits libres, c'est que tout citoyen pourra effectuer, s'il le désire, 6 ou 8 heures de travail par semaine dans la fonction publique. Les administrations auront 1 an pour se redéployer en fonction, et le travail fonctionnaire, qui passera progressivement à 24 heures, sera cumulable à d'autres professions, pour la plupart.
sauf exception donc. Tout salarié, public ou privé, disposera de 4 jours pleins par semaine de disponibles. Le travail salarié sera largement disponible, la fin du chômage verra le jour par le partage du travail qui multiplie bien sûr les offres d'emploi, tout en poursuivant l'objectif social de suppression des emplois aliénants. Alors, ce droit au travail dans la fonction publique est important parce que ça veut dire que vous pourrez en permanence, vous êtes étudiant par exemple, cumuler votre revenu citoyen avec un salaire de 8 heures par semaine dans la fonction publique. Ce sera un droit. Et ça va dans le sens de partage de la fonction publique entre tous les citoyens. Partage volontaire, non obligatoire bien évidemment. Ça veut dire qu'il sera d'autant plus facile à un employé qui a un travail pénible et tout ça, de lâcher son patron, de lui dire « Bon, faites-moi mon compte pour ce soir, moi à partir de la semaine prochaine, je prends mon revenu citoyen, je fais 6 ou 8 heures de travail fonctionnaire par semaine, et je consacre mon temps libre, celui qui me reste, 6 jours par semaine, à me préparer une autre formation, à changer d'orientation. » Vous voyez comme on arme considérablement les salariés avec ce droit au travail que nous introduisons. Alors il est clair aussi que le revenu citoyen supprime largement le travail au noir. Car contrairement au RMI, RSA et compagnie, le revenu citoyen est cumulable aux autres revenus, évidemment en toute transparence, et la triche devient parfaitement inutile. Le revenu citoyen resserre, et c'est heureux, l'échelle des revenus, puisque le minima social est porté à 900 ou 960 euros, alors que les hauts salaires qui touchent également le revenu citoyen, les hauts revenus, voient leur imposition augmenter de plus de 960 euros pour son financement. Alors, ça veut dire tout simplement qu'on va reprendre d'une main à ceux qui sont plus riches, au-delà de 4 000 euros par mois, on va leur reprendre à eux l'intégralité de leurs 960 euros qu'on leur a distribués. Pas nous prendre non plus pour des imbéciles, vous voyez, il ne faut pas que les riches nous coûtent. Bon. Ils sont riches, tant mieux, on s'en félicite, on en est bien content, on les encourage à le rester, comme ça ils paieront des impôts, c'est très bien, on ne va pas leur mettre des bâtons dans les roues, on ne va pas faire payer les riches, comme disait l'autre, c'est pas ça l'objectif. Mais enfin, on va augmenter leur fiscalité, dans le cadre de la fiscalité d'utilité publique, de sorte qu'ils nous reversent d'une main ce qu'on leur a donné de l'autre, c'est-à-dire leur fiscalité à eux à partir de 4 000 euros par mois concrètement. La fiscalité augmentera pour chacun de 960 euros au moins, et ce sera progressif, ça pourrait être de plus bien sûr, de façon à ce que le revenu citoyen que l'on verse aux riches ne nous coûte rien et au contraire nous rapporte, puisque certains, au-delà de 6 000 euros, paieront plus que les 960 euros qu'on leur donne, vous voyez. Donc, nous resserrons l'échelle des revenus assez considérablement avec le revenu citoyen. Nous dynamisons aussi la consommation des bas salaires et nous irriguons de ce fait l'économie et le commerce de proximité. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en deçà du seuil de pauvreté, il n'a pas d'argent, il ne le dépense pas. Le commerce de proximité n'est pas encouragé, n'est pas vivifié. Si vous donnez un revenu citoyen de base à ceux qui en ont le plus besoin, ils vont le dépenser, ils ne vont pas le mettre dans le bas de laine. Donc ça va irriguer l'économie, et comme fiscalement, la fiscalité d'utilité publique va encourager les commerces de proximité au détriment des grandes surfaces, comme il encouragera la petite agriculture écologique au détriment de la grande agriculture productiviste, eh bien tout ça est susceptible de recréer un véritable lien social en dynamisant la consommation écologique, la consommation intelligente et la consommation nécessaire. Notre revenu citoyen permet de baisser évidemment les cotisations sociales des entreprises en leur redonnant leur compétitivité mondiale. Le secteur productif est plus taxé en France que dans les autres pays. La baisse
sera entièrement compensée par l'augmentation de l'impôt sur les bénéfices, plus probante donc que la taxe robot, et par l'augmentation de la taxation des hauts revenus et du patrimoine. Le revenu citoyen réduit les cotisations sociales, évidemment, des salariés, leur donnant du pouvoir d'achat. Alors, le cas échéant, et là il faut être prudent, le revenu citoyen peut permettre d'augmenter, pour certains produits, la TVA à 25%, en particulier en taxant les produits importés. La consommation est aujourd'hui taxée en France, moins taxée en France que dans les autres pays européens. Mais cette augmentation de la TVA exige une indexation sur le revenu citoyen et impose une revalorisation du revenu citoyen chaque fois qu'elle sera retenue, de façon à ne pas faire payer, si vous voulez, à ne pas faire perdre les avantages du revenu citoyen. Donc ça, c'est une question un peu délicate, un peu technique, et qu'il faudra voir de plus près. Le revenu citoyen renforce la flexi-sécurité, évidemment, facilitant de bons contrats du travail, comme il facilitera naturellement le licenciement. Bon, ça c'est plutôt une bonne chose. Les travailleurs n'auront pas à craindre d'être licenciés par le patron. Par contre, les patrons auront un peu à craindre d'être quittés par leurs employeurs. C'est surtout dans ce sens que la machine va fonctionner lorsque les esprits libres seront au pouvoir avec leurs alliés. Et le revenu citoyen impose le patrimoine à 1,8%, considérant qu'il est lui-même, un revenu citoyen, un patrimoine à vie que l'on distribue à chacun. Il est bien normal que ceux qui bénéficient par ailleurs d'un patrimoine familial colossal, considérable et quelquefois tout à fait outrancier, eh bien, restituent un peu de ce patrimoine pour pouvoir bénéficier du revenu citoyen qui compensera largement leurs pertes. Et le revenu citoyen permet d'augmenter les droits de succession, toujours pareil, en considérant donc que le revenu citoyen étant un héritage à vie, et qu'aujourd'hui les héritages, tout compte fait, ne sont en moyenne taxés que de 5% en France, chose que l'on ne sait pas et qu'il faudrait mettre quand même sur le tapis. Donc on augmente tous les droits de succession, surtout pour les successions importantes, et tout de façon progressive, bien évidemment. Plus la succession est importante, plus on augmente les droits, comme le patrimoine. Enfin, le revenu citoyen s'en prend au pouvoir des banques en renforçant le pouvoir de la banque publique. Car c'est sur la banque postale, qui redeviendra véritablement publique, que sera versé le revenu citoyen. Chaque citoyen recevant le revenu citoyen devra avoir un compte sur la banque postale, sur la banque publique. Et le revenu citoyen sera versé sur ce compte, et le citoyen pourra émettre des chèques de cette banque-là. Alors évidemment, puisque ce n'est pas dans des banques privées, le revenu citoyen fera pleinement jouer ce rôle de banque publique dans la gestion, dans la distribution de ce revenu. Et une fois dans sa vie, un citoyen pourra faire un emprunt d'une année de revenu citoyen qui sera versé en une seule échéance plutôt que mensuellement. Un emprunt formation également, le revenu citoyen pourra être doublé pour une formation d'1 ou 2 années à disposition de chaque citoyen une fois dans sa vie. Et évidemment, ce sera récupéré sur l'année suivante. Voilà, bon, tout cela sera calculé. Mais disons, cette banque publique pourra servir de banque pour les citoyens, et l'on pourra jouer avec la somme du revenu citoyen dans la limite donc du raisonnable.